to Harvard. Donc vous avez été à Harvard et vous avez décroché. Vous est-il déjà arrivé de vous demander en quoi votre vie aurait été meilleure si vous aviez obtenu votre diplôme à Harvard? Eh bien, j'ai décroché à l'école, mais je suis bizarre parce que je suis tout le temps des cours universitaires. J'aime bien les cours de Learning Company, j'adore être étudiant. Et à Harvard, nous étions entourés d'intellectuels qui nous nourrissaient l'esprit, qui nous donnaient de bonnes notes, qui nous donnaient l'impression d'être intelligents. Donc je trouve ça malheureux de ne pas y être resté, mais je ne pense pas être passé à côté de certaines connaissances, car je suis resté en mode apprentissage. Donc j'ai appris tout ce qu'il me fallait. Depuis des années, depuis votre enfance, on vous traite d'intello. Est-ce que cela vous dérange? Est-ce que cela vous fait du mal? Eh bien, intello peut signifier beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui peut passer des heures à lire un livre scientifique, et ça ne me dérange pas d'être identifié comme quelqu'un qui trouve ça intéressant. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on écrive quelque chose à propos de Microsoft. C'est devenu presque une frénésie. On vous appelle l'Empire maléfique. Oublions l'intello. Maintenant, on vous traite d'orgueilleux, d'avide. On vous appelle le diable. Vous avez entendu tout cela? Vous savez qu'on le dit. Quelle est votre réponse à tout cela? Eh bien, c'est un secteur très compétitif. C'est tout? Absolument. Lorsque vous atteignez le niveau de réussite que nous avons eu, lorsque vous avez une entreprise si importante avec autant de concurrents, il va y avoir des gens qui vous dénigrent. Et donc, il faut apprendre à ne pas prendre les choses trop personnellement. Lorsque j'ai fondé Microsoft, je ne voyais pas cela comme quelque chose de risqué. J'étais tellement passionné par ce que nous faisions. C'est vrai que j'aurais pu faire faillite, mais si jamais j'avais des compétences pour me faire embaucher ailleurs. Et mes parents étaient encore prêts à me laisser retourner à Harvard et terminer mon diplôme si je le voulais. Au pire, vous pouviez avoir un job chez Apple. Et ce qui me faisait peur, ce n'était pas le fait de quitter Harvard et de fonder une entreprise. C'est plutôt lorsque j'ai commencé à embaucher des amis et qu'ils s'attendaient à être payés. Et par la suite, nous avons eu des clients qui ont fait faillite, des clients sur lesquels je comptais pour des contrats. Donc j'ai adopté une démarche extrêmement conservatrice où je veillais à avoir assez d'argent en banque pour une année de salaire, même si aucun paiement ne rentrait. Et j'ai presque toujours respecté cette règle. Nous avons aujourd'hui environ 10 milliards de dollars en banque, ce qui devrait largement suffire pour l'année prochaine. En tout cas, si vous voulez créer une entreprise, cela coûte tellement d'énergie qu'il va falloir que vous surmontiez votre peur du risque. Je ne crois pas que fonder une entreprise doit être fait au début de votre carrière. Je crois qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler pour une autre société et apprendre comment les choses fonctionnent d'abord. Si vous êtes jeune, c'est difficile de louer des locaux. J'ai dû surmonter beaucoup de problèmes. À l'époque, on ne pouvait pas louer une voiture avant l'âge de 25 ans. Donc je prenais tout le temps des taxis pour mes rendez-vous avec les clients. Parfois, les gens décidaient d'aller discuter dans un bar. Mais moi, je ne pouvais pas rentrer dans le bar. Mais c'est amusant parce que les gens sont sceptiques au début. Ils se disent « ce gosse n'y connaît rien ». Alors, quand vous leur montrez que vous avez vraiment un bon produit et que vous avez des connaissances, ils ont souvent la réaction extrême opposée et ils se disent « Waouh, tu sais plein de choses en fait !» et ils veulent collaborer beaucoup plus. Donc notre jeune âge, au moins dans ce pays, était un grand atout une fois dépassé un certain seuil. Mais c'est difficile d'embaucher des gens plus âgés parce qu'ils ont tendance à être un peu plus conservateurs et ils se montrent plus incertains face à la prise de risque. Donc ça nous a pris 3 ou 4 ans avant que nous puissions accéder à une catégorie normale de candidats. Mais ces problèmes qui surviennent en créant une entreprise, il vaut mieux les considérer comme une partie de plaisir, un défi, quelque chose d'excitant. La question que j'aimerais vous poser est, si vous vous retrouviez soudainement de retour en 2e année à Harvard, qu'étudieriez-vous et dans quelle activité passeriez-vous votre temps ? Eh bien, le domaine dans lequel vous allez probablement devenir expert, c'est celui qui vous a obsédé entre, disons, l'âge de 12 et 18 ans. Dans mon cas, c'était écrire des logiciels. Et j'ai vécu une période où je croyais que j'étais bon, et ensuite j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que je ne l'étais pas.
et je regardais leur code, et j'ai vécu ce genre d'éclaircissement 4 fois dans ma vie, où je me rendais compte de ce qu'était vraiment un bon programmeur. Une des raisons pour laquelle je vénérais Digital Equipment, c'est parce que 2 de leurs meilleurs programmeurs sont venus partager avec moi leur vision, leur démarche, et j'ai étudié leur code. Et il y a eu quelques personnes comme cela qui ont été de véritables clés pour moi. Donc si je commençais aujourd'hui, j'étudierais les logiciels, ce qui signifie aujourd'hui étudier l'intelligence artificielle. Et les ordinateurs ne peuvent toujours pas lire. Ils ne peuvent pas étudier un livre et passer un examen dessus. Et ça, c'est un problème soluble. C'est un problème de représentation de connaissances et j'ai toujours voulu résoudre ce problème. Je suis jaloux du fait que peut-être l'un de vous aura la chance de travailler là-dessus. C'est peu probable aujourd'hui que j'ai la chance un jour de travailler directement dessus, mais c'est le problème le plus intéressant pour moi. J'ai réfléchi depuis longtemps, donc j'étudierai probablement l'intelligence artificielle. Quand j'étais jeune, les ordinateurs coûtaient super cher. Et avec mon ami Paul Allen, nous nous sommes faufilés dans l'université de Washington où il y avait des ordinateurs qu'on n'utilisait pas la nuit. Et nous étions fascinés par ce que l'ordinateur pouvait faire. Mais très peu de gens étaient exposés aux ordinateurs. Nous étions obligés de sortir de notre zone de confort et nous étions chanceux d'avoir eu cette possibilité. Et donc l'idée de transférer l'ordinateur sur une puce créée par Intel, qui rendrait le prix de l'ordinateur des millions de fois plus abordable que le prix de ceux que nous étions en train d'utiliser, donc plus puissant ainsi que plus accessible aux gens, cette idée a tout changé. Le genre de logiciel dont on allait avoir besoin, comment l'industrie allait fonctionner. Nous étions extrêmement chanceux d'être là au moment où tout cela s'est produit. Donc, qu'en pensait votre famille? Croyait-il qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec vous parce que vous ne vous intéressiez qu'aux ordinateurs? Ils savaient que j'étais obsédé par les ordinateurs, que je manquais le sport, que je passais la nuit là-bas, que je quittais la maison la nuit pour travailler, des heures où ils auraient préféré que je fasse autre chose. Donc c'était considéré comme un peu bizarre. Mais le moment le plus marquant, c'est lorsque j'ai annoncé qu'au lieu de terminer ma dernière année d'université, je voulais aller travailler pour une entreprise et écrire des logiciels. À la base, ils n'avaient aucun problème avec le fait que ça soit juste un passe-temps. Si vous voulez avoir un impact, la délégation est souvent la clé. Même si les créateurs indépendants qui inventent un nouveau médicament ou une nouvelle démarche, eh bien, ils sont fantastiques. Mais donc, au commencement de Microsoft, j'écrivais la plupart du code et je relisais le code des autres et je le réécrivais et ça a fonctionné jusqu'à 10 employés. Pour finir, j'ai dû accepter qu'il y aurait du code qui serait publié et que je n'aurais pas pu réviser. Et c'était difficile pour moi, mais j'ai pu passer cette épreuve. Ensuite, j'ai décidé que c'était moi qui allais faire tous les entretiens d'embauche. Et au moins analyser quelques bouts de leur code source. Eh bien ça a fonctionné jusqu'à 40 employés. À ce moment-là, j'avais vendu beaucoup plus de logiciels que l'on ne pouvait en écrire, parce que tout le monde était si impressionné par ce que l'on faisait. Et je me disais que je devais gagner assez d'argent pour continuer à embaucher tout ce monde. Mais il y avait tellement de demandes qu'on prenait du retard. C'est à ce moment que j'ai embauché Steve Ballmer. Et Steve a trouvé comment vérifier qu'on respectait les promesses qu'on faisait aux gens. Et aussi comment embaucher beaucoup plus de gens. Des gens vraiment bons. Et comment créer des organisations et des équipes. Donc j'ai délégué tout ça à Steve. Et il me disait constamment qu'on allait embaucher des programmeurs que je n'avais jamais rencontrés. Et je disais, non, ça ne va pas. Ensuite, il me montrait mathématiquement que cette contrainte de vouloir tout contrôler ne fonctionnerait pas. Donc je disais d'accord et je me contentais de connaître tous les managers. Et au fil du temps, bien sûr, j'aurais pu dire que la qualité des individus diminuait progressivement, à mon avis. Mais le plus grand enjeu, si vous voulez écrire le logiciel de bureautique le plus populaire, c'est qu'un individu ne peut pas le créer seul, même s'il peut écrire du beau code. Donc tout le monde doit décider à quelle échelle de l'organisation il veut travailler. À un certain moment, mon rôle est devenu celui de dirigeant et de superviseur des managers. J'ai embauché des gens avec énormément d'expérience et je m'assurais qu'ils poursuivaient une vision commune et qu'ils étaient bien coordonnés. Mais en termes de management, ils étaient beaucoup plus doués que moi. Moi, je devais juste connaître le cadre de travail pour savoir exactement quel mélange de compétences il nous fallait et s'ils travaillaient assez bien ensemble.
Mais beaucoup de ma valeur ajoutée, c'était de choisir de travailler sur, disons, une interface graphique pour les utilisateurs, ou un genre de bureau intégré, ou réfléchir à la diffusion sans utiliser d'agents commerciaux pour que Microsoft puisse être présent partout dans le monde. Donc, identifiez ce à quoi vous êtes bon, vos aptitudes, et trouvez des gens pour faire le reste. C'est super important. Et la plupart des créateurs d'entreprises ne savent pas faire évoluer tout ça et céder le travail pratique qui autrefois leur donnait du plaisir et du confort.